De défense sur i24 News. Au programme cette semaine, Israël a failli passer à l'acte 3 fois face à la menace nucléaire iranienne. C'est ce que révèle l'ancien ministre de la Défense, Ehud Barak. Et puis on s'intéressera dans ce numéro à la place des femmes dans les armées du monde. Portraits et rencontres à suivre. L'actu défense de la semaine, c'est tout d'abord ces révélations, donc, selon lesquelles Israël a été à 2 doigts d'attaquer l'Iran à 3 reprises pour en finir avec la menace nucléaire iranienne. Révélation faite par les biographes de l'ex-ministre israélien de la Défense, Ehud Barak. Les détails avec Maxime Pérez, que l'on retrouve tout de suite après. Quand il affirme qu'il fera tout pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, Benyamin Netanyahou ne bluffe donc pas. À 3 reprises au moins ces dernières années, le Premier ministre israélien a voulu déclencher des frappes contre les centrales nucléaires de Téhéran. Première tentative en 2010, Netanyahou et son ministre de la Défense, Ehud Barak, sont convaincus qu'il faut agir avant que l'Iran ne dissimule toutes ses centrifugeuses et que certains sites nucléaires ne deviennent hors d'atteinte. À l'époque, c'est l'armée alors dirigée par le général Gabi Ashkenazi qui retient l'échelon politique. Elle n'est pas prête. בפורום הזה שבעצם אנחנו רוצים לדעת מה המצב, אנחנו צריכים בסוף אמירה של הרמטכ"ל שהתוכנית כמו שהיא מבשילה עברה את הסף של יכולת מבצעית. אפשר לומר, יש יכולת מבצעית לעשות. והתשובה לא הייתה חיובית, אי אפשר להוציא מהם את הצירוף מילים האלה. L'année suivante, Benyamin Netanyahou tente de nouveau d'obtenir le feu vert de son cabinet. L'armée et les services de renseignement sont réticents, mais le Premier ministre laisse entendre qu'il dispose d'une majorité grâce au soutien de ses ministres, Yuval Steinitz et Moshe Ya'alon. En réalité, il vient de tenter un coup de force. לא, מציג את כל הדברים, את כל הקשיים, את כל הסימוכים, את כל המורכבות וזה, את הבעיות, כולל את האפשרות שיש הוועידות, זה לא דברים נקיים לגמרי. ואתה רואה איך לנגד עינינו נמייסים גם בוגי וגם שטייניץ. אתה רואה על התגובות, על השאלות ביניים, על הזה, על הפנים, או שביבי לא עושה את הכנה, או שהוא לא העריך נכון כמה, מה זה נקרא, תשובה כן אליו ולאנשים האלה. אבל זה אותו בוגי ושטייניץ שהיום זה שואל את הציבור, הם הכי מיליטנטים בלכת לתקוף את איראן. Début 2012, Israël aurait envisagé une fois encore le recours à la force contre l'Iran. Mais à la même période, d'importantes manœuvres antiaériennes sont programmées avec les États-Unis. Le secrétaire d'État américain à la Défense, Leon Panetta, prévoit même de venir superviser l'exercice. Les plans israéliens sont repoussés. אתה דורש מאמריקה לכבד את ריבונותך ולקבל החלטה שאתה תרצה לעשות את זה גם אם אמריקה מתנגדת וזה נגד האינטרסים שלה. אתה לא יכול למצוא עצמך בכיוון ההפוך, שאתה מנסה להכריח את אמריקה להשתתף בדיוק כשהיא פה בתרגיל שהוא ידוע מראש וככה זה הסתבך ב-2012. Les propos d'Ehud Barak nous plongent de façon inhabituelle dans les coulisses du cabinet de sécurité israélien. Entre hésitation et désaccord, mauvais concours de circonstances, les raisons qui ont poussé Israël à ne pas attaquer l'Iran sont multiples. Elles montrent que derrière son apparente fermeté, Benyamin Netanyahou est isolé. Alors il est isolé, Benyamin Netanyahou, Maxime Pérez, parce que notamment l'échelon militaire refuse d'attaquer les installations nucléaires iraniennes. Pourquoi? Quels sont les risques d'une telle opération? C'est vrai que l'armée n'a jamais suivi l'aventurisme de Benyamin Netanyahou sur la question iranienne. Maintenant, il faut savoir que l'armée israélienne, comme n'importe quelle armée au monde, a des plans. Et que ces plans, à chaque fois qu'une opération est décidée ou qu'elle est en préparation, doit permettre de savoir si cette opération est faisable d'un point de vue militaire, de quelle manière, quels sont ses coûts financiers, militaires et humains, et quelles sont évidemment les conséquences, la réaction de l'ennemi. Eh bien, quand elle a fait cette projection, l'armée israélienne ces dernières années, l'état-major en particulier, le département de planification, eh bien, ils ont vu que le coût pour Israël était extrêmement sévère d'un point de vue humain. Il fallait certainement secourir des pilotes. Des études très sérieuses aux États-Unis ont montré que sur la centaine d'avions de chasse engagés par l'armée israélienne dans une telle opération, au moins 25% d'entre eux seraient
abattus ou neutralisés par la défense antiaérienne iranienne. On peut imaginer le coût que peut entraîner des négociations derrière pour récupérer ces soldats. Il y a évidemment le risque d'embrasement régional. À l'époque, comme aujourd'hui, on parlait de la capacité de riposte du Hezbollah avec ses dizaines de milliers de roquettes. Il faut rappeler qu'en 2010, en 2011 et en 2012, quand ces plans ont été suggérés par le Premier ministre Benyamin Netanyahou, l'armée israélienne ne disposait pas encore du système antimissile d'hommes de fer. Alors en tout cas, ces révélations, elles sont étonnantes puisqu'elles sont censées rester classées, en tout cas secret défense. Est-ce qu'on peut imaginer qu'Ehud Barak est en train de régler ses comptes ? Oui, très clairement. D'ailleurs, la presse israélienne et les responsables politiques ne sont pas tendres avec lui. On parle souvent d'Ehud Barak comme la personnalité politique qui a finalement échoué sa carrière, en tout cas qui ne l'a pas réussi comme ce qu'il a fait comme chef d'état-major et général. Son mandat comme Premier ministre n'a duré qu'un an et demi. Il n'a pas spécialement brillé lorsqu'il était aux commandes de l'État. Tout le monde garde à l'esprit le retrait du Sud-Liban, qui n'a pas apporté une situation sécuritaire meilleure à Israël. On lui reproche aussi sa précipitation à avoir négocié subitement avec Yasser Arafat au moment des accords des négociations de Camp David en 2000. Il y a eu derrière la seconde intifada, donc tout cela ne plaide pas en la faveur d'Ehud Barak. Et puis derrière, il y a évidemment ce règlement de compte très clair avec Gabi Ashkenazi, l'ancien chef d'état-major de Tsahal, avec Moshe Ya'alon, l'actuel ministre de la Défense, que certainement Ehud Barak juge incompétent, et peut-être avec Benyamin Netanyahou, qu'il aimerait aujourd'hui voire peut-être dans un autre poste que celui de Premier ministre. En tout cas, lui ne cache pas, à travers cette critique très virulente à l'encontre de Benyamin Netanyahou, ses intentions peut-être de revenir sur la scène politique israélienne. Et c'est donc sa forme de revanche à Ehud Barak. Merci beaucoup Maxime Pérez pour cet éclairage. Et puis je vous le disais en titre, cette semaine on vous propose un dossier spécial. Il est consacré à la place des femmes dans l'armée. On va faire le tour de plusieurs pays et tout d'abord direction les États-Unis. Souvenez-vous, le président Barack Obama avait promis d'ouvrir tous les postes de l'armée américaine aux femmes à partir du 1er janvier 2016. Et dans ce combat pour l'égalité des sexes, eh bien, 2 Américaines viennent de remporter une victoire importante. Elles sont devenues les premières femmes à terminer la très prestigieuse et rude formation militaire des Rangers. Alexandre Leduc. Ils sont la crème de l'école de formation militaire des Rangers. Recevant leur diplôme aujourd'hui, aux côtés de 94 autres hommes, se trouve le premier lieutenant Shai Evner et le capitaine Kristen Grace, les 2 premières femmes à incorporer les rangs de l'unité d'élite de l'armée américaine, les célèbres Rangers. Écrire l'histoire, faire partie de l'école des Rangers, c'était génial. Originaire du Texas, Evner est une athlète de haut niveau de 25 ans. Diplômée de West Point, cette jeune femme est aussi pilote d'hélicoptère de combat. Grace est elle aussi diplômée de West Point. Originaire du Connecticut, cet officier de police militaire est aussi une athlète de compétition de cross-country. On n'a pas vraiment de jours de repos, on ne peut pas être fatigué et on doit toujours se dépasser. Ces 2 pionnières ont terminé les 9 semaines de formation intensive à travers des montagnes, des marécages et des rivières, tout en portant leurs 25 kilos de matériel et en se soumettant exactement aux mêmes standards que les hommes. Je pensais aux futures générations de femmes qui, comme moi, voudraient avoir cette opportunité. À chaque étape que nous avions à passer, nous convainquions de plus en plus de gens. Elles ont affirmé qu'écrire l'histoire n'était pas leur principale préoccupation. Leur détermination ne leur aura pas seulement valu le droit de porter l'uniforme des Rangers, elles auront également gagné le respect de leurs collègues masculins. Mais pour le moment, les femmes ne peuvent pas encore servir dans cette unité d'élite. Cette décision, ainsi que celle regardant les unités de combat de l'armée américaine dans lesquelles les femmes pourront servir, sont attendues pour la fin de l'année. Voilà pour les États-Unis. En France, l'armée est l'une des plus féminisées au monde avec un taux de 15%, là où ses homologues britanniques et allemandes atteignent seulement 10%. Et c'est l'armée de l'air qui se conjugue de plus en plus au féminin dans l'Hexagone. Voici le portrait de 2 femmes pilotes. Voler, ça a toujours été un rêve d'être pilote d'hélicoptère. Je suis pour l'instant la seule féminine sur HAD. Et alors en plus sur le Tigre, c'est un accomplissement de tout le travail que j'ai pu faire et ça représente vraiment un aboutissement pour moi. C'est la dernière génération, c'est la machine la plus moderne que l'armée de terre possède et ça représente le futur, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes comme les hommes peuvent occuper les mêmes fonctions
les mêmes responsabilités qu'un homme. Je suis un peu la preuve vivante qu'une femme peut avoir les mêmes responsabilités qu'un homme. Je suis le capitaine Tiffen, j'ai 35 ans, je suis mariée, j'ai un enfant et je suis moniteur à la base école de Dax. En tant que moniteur ou en tant que pilote tout simplement, la femme est considérée comme un militaire. Il n'y a pas de distinction homme-femme. On fait le même métier, la formation est exactement la même, on nous demande la même chose que l'on soit un garçon ou une fille. Et on termine notre dossier spécial en Israël où l'armée tente elle aussi de promouvoir le plus possible l'égalité entre hommes et femmes. Tsahal a d'ailleurs récemment mis en place un nouveau bataillon mixte baptisé Guépard. Elsa Mimoun a suivi l'une des jeunes recrues de l'unité. Dernier petit déjeuner en famille pour Almog. Âgée de tout juste 18 ans, cette jeune Israélienne originaire de Kfar Saba va effectuer son devoir de citoyen. Elle rentre aujourd'hui à l'armée dans une toute nouvelle unité combattante et mixte appelée Bardelas, Guépard en hébreu, et qui rejoint ainsi le bataillon Caracal, une autre unité combattante existant déjà depuis 10 ans. Nos activités seront surtout des opérations comme des arrestations de suspects ou encore surveiller la frontière avec la Jordanie. Depuis déjà quelques années, j'avais envie de faire un service militaire qui ait une vraie signification. Je suis attachée à notre pays. J'avais besoin de donner le maximum et je ne voulais pas être assise à un bureau et ne rien faire. C'est un message que j'ai reçu de l'armée. Ça dit bienvenue à toutes les nouvelles recrues. Elle m'a dit un jour, moi je veux faire comme toi, je veux enfiler des bottes rouges de combattant comme mon père. Et voilà comment tout a commencé, elle s'est entraînée dur ces 2 dernières années. Il faut prendre soin de ce pays, de toutes nos forces, c'est comme ça qu'on a éduqué nos enfants. Pour tout vous dire, j'ai 3 filles, j'aurais aimé avoir un fils qui fasse comme moi, mais finalement, c'est ma fille qui poursuit mon chemin, je vois cela de manière très positive. À l'heure d'aujourd'hui, certaines peuvent même être pilotes de chasse. De mon temps, il n'y avait pas de combattantes. Ceci est très important de mon point de vue. Dernier préparatif et encouragement de la famille, tout le monde est prêt à partir pour l'accompagner à la base de Tel HaShomer, située dans le centre du pays, passage obligé dans la vie de tout jeune soldat israélien. Cela se passe en 2 temps. D'abord, on les entraîne à devenir des soldats et ensuite des combattants. Ça requiert une formation assez longue, à la fois physique, mentale, mais à l'arrivée, ils deviennent opérationnels et sont prêts à agir sur le terrain. Les filles et les garçons, c'est toujours compliqué car il y a un écart physique. Il y a des choses que les garçons sont capables de faire et pas les filles. On essaie de les mettre au maximum sur un pied d'égalité. J'attends de ces soldats qu'ils arrivent avec beaucoup de motivation, qu'ils aient conscience qu'ils font un service qui a beaucoup d'importance et qu'ils agissent en conséquence. Quelques photos et plusieurs accolades plus tard, Almog entend son nom, l'euphorie laisse place à l'émotion. Du rire aux larmes, la séparation avec ses proches est imminente, une nouvelle vie s'annonce. Composé d'autant de filles que de garçons, ce bataillon devrait compter une centaine de soldats qui seront chargés de maintenir la sécurité de la frontière sud-est d'Israël. Après un entraînement intensif de 4 mois, Almog et ses sœurs et frères d'armes passeront en tout près de 3 ans dans les rangs de l'armée israélienne. Et pour parler donc de la place des femmes dans l'armée israélienne, j'accueille au téléphone Yehuda Weinrob, lieutenant-colonel de réserve de l'armée israélienne. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, si on devait comparer la place des femmes dans l'armée israélienne par rapport à d'autres pays, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont bien loties? Je pense en fait que dans l'armée israélienne, la femme s'occupe de bien de choses. En fait, l'armée a servi toujours d'exemple en ce qui concerne l'insertion des femmes dans la vie professionnelle en Israël. Et je pense qu'il y a très peu d'armées qui peuvent faire face à nous dans ce domaine. Vous savez que 93% de tous les postes militaires sont ouverts maintenant aux femmes. Et cette tendance va s'accroître dans les années à venir, si c'est même possible. Et on peut trouver aujourd'hui des femmes dans des rôles de combat, des pilotes, des navigatrices, des commandants de bataillons de défense anti-missiles, des bataillons de combat mixte. D'ailleurs, l'état-major de l'armée a trouvé qu'il faudrait même renforcer ce domaine. Il y a maintenant
3 bataillons mixtes où des femmes font partie et servent égal à égal avec les hommes. Le génie militaire, il y a des officiers de marine, sans parler des rôles de soutien, des renseignements, des instructrices, des modératrices et bien sûr d'autres rôles comme les ressources humaines, éducation, assistance sociale. Alors, je pense que c'est dans l'armée d'Israël où les femmes ont pu mener la guerre ou le combat non seulement contre l'ennemi, mais aussi contre la discrimination dans notre État. Merci beaucoup, Yehuda Van Rob, pour ces précisions. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de Défense. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle immersion au cœur de la planète stratégique et militaire. En attendant, voici la suite de vos programmes sur i24 News. N'hésitez pas à consulter notre site www.i24news.tv. Chaque semaine, vous retrouvez le replay de Défense. C'est en ligne. Passez une très belle journée sur notre antenne.